Bismillah. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va compléter ce qu'on a commencé l'autre séance. Donc l'autre séance, on a installé un contrôleur de domaine dans une nouvelle forêt, c'est-à-dire dans un domaine racine de forêt. Et on a aussi installé un contrôleur supplémentaire. Donc on a vu qu'il y avait une réplication de la base d'annuaire dans le supplémentaire. Aujourd'hui, on va voir la jonction des ordinateurs ou bien des serveurs au domaine. Joindre le domaine. Donc un ordinateur, on dit, vous avez votre domaine, vous avez votre contrôleur du domaine. Normalement, le domaine seul avec le contrôleur, ça ne sert à rien. Alors, le contrôleur, il doit gérer les objets du domaine. Parmi les objets du domaine, c'est les ordinateurs. C'est-à-dire maintenant, les ordinateurs, comme on a expliqué l'autre fois, ils étaient dans le workgroup. Donc on va les joindre au domaine. Donc ils vont devenir un objet du domaine. Les utilisateurs qui seront des utilisateurs du domaine, pour qu'ils ouvrent des sessions dans le domaine, ils doivent ouvrir la session dans un ordinateur du domaine et pas dans un ordinateur du workgroup. C'est pour cela qu'on doit joindre, faire ou rendre l'ordinateur membre de ce domaine. Donc, la première séance, on a installé les contrôleurs. Donc, maintenant, on a notre domaine, mais on va joindre maintenant un ordinateur à ce domaine pour pouvoir l'utiliser pour les ouvertures de session. Donc toujours voilà. La dernière séance, on a installé un PDC et un ADC, c'est-à-dire un supplémentaire, on va pouvoir les démarrer. Maintenant, dans un domaine, il suffit d'avoir un seul, c'est bon. Je peux démarrer maintenant les deux, mais pour joindre un domaine, ou bien joindre un ordinateur ou bien un serveur au domaine, un seul des deux doit être présent. Donc j'aurai besoin d'un ordinateur client. Donc voilà, j'ai une station Windows 10. Donc je dois, comme ce qu'on a fait l'autre séance, avant de pouvoir joindre un ordinateur ou bien un serveur au domaine, il faut 3 étapes. Il faut le préparer. Ces étapes, c'est pour la préparation. Avant, c'est-à-dire la jonction de cet ordinateur au domaine. La première, c'est régler leur système. C'est-à-dire leur système, la même chose, il doit être synchronisé avec le contrôleur du domaine. Puisqu'on a des machines virtuelles, par défaut, les machines virtuelles, ils vont avoir le même temps. Donc, voilà, remarquez, 9h49, ici la même chose. Donc ce qui fait, c'est bon. Sinon, vous devez régler l'heure, est-ce qu'il soit synchronisé ou bien calé avec le contrôleur. Deuxième, on va configurer ou bien une adresse dynamique, c'est-à-dire si vous avez un serveur DHCP, il doit allouer des adresses dynamiques, mais puisque maintenant je n'ai pas d'adresse un serveur DHCP, je dois configurer manuellement de sorte que cet ordinateur il aura une connectivité avec le PDC, c'est-à-dire il doit avoir une connectivité avec le PDC. PDC, on a donné, donc il est dans
dans le réseau 10, 0, 0, donc pour s'assurer. Voilà, donc le contrôleur de 10, 0, 0, 100, slash 8. La même chose pour avoir connectivité. J'aurai ici 10, 0, 0. Je mets 10. Et ici, l'adresse DNS obligatoire aussi. Donc pour joindre un ordinateur ou bien un serveur, un domaine, il doit avoir le DNS. C'est-à-dire le DNS, pour nous, le DNS, il est, comme on a dit, hier quand on a installé, le DNS, le contrôleur du domaine, il est en même temps DNS. On n'a pas encore fait le DNS, mais pour vous montrer, une fois qu'on a installé le contrôleur du domaine, il est en arrière-plan, le système a installé le DNS, il a mis la zone DNS, il est égal au nom du domaine qu'on a créé, et il a enregistré, remarquez, les deux dans cette zone. Donc les deux contrôleurs, ils sont enregistrés dans la zone DNS. C'est pour cela que maintenant, à chaque fois que vous demandez à ce serveur, à ce service DNS, donnez-moi le contrôleur du domaine de OFPPT.local, il va vous donner ces deux adresses. D'accord, à chaque fois, ce service DNS, c'est-à-dire reçoit une requête qui demande quel est le contrôleur du domaine de OFPPT.local, il va lui dire, voilà, c'est 10.0.0.100 et 10.0.0.100. C'est ça l'objectif. C'est pour cela que maintenant, quand on veut joindre un ordinateur, le domaine, donc on va joindre avec un nom et pas avec une adresse IP. C'est-à-dire, je vais dire à cet ordinateur, tu vas être membre du domaine OFPPT.local. Mais est-ce que je lui ai donné l'adresse IP du contrôleur? Non. Donc une fois que je vais valider, il va lancer une requête au service DNS. C'est pour cela que je dois mettre ici l'adresse du DNS. DNS pour moi c'est 100, c'est-à-dire le contrôleur du domaine. D'accord? C'est bon. Donc on a dit régler l'heure, configurer, si vous n'avez pas un DHCP, configurer manuellement l'adresse du client. Sinon, si vous avez un serveur DHCP, là, vous devez configurer le serveur DHCP à ce qu'il offre les adresses de ce client. Et bien sûr, la troisième, c'est le nom. Il faut avoir des noms significatifs, donc aussi, maintenant, ils vont être des objets dans le domaine, ils doivent avoir des noms significatifs, donc toujours. Donc, il faut veiller à ce que l'heure soit exacte, réglée. Il faut voir l'adressage, bien sûr avec l'adresse IP du DNS. Et 3, changer les noms des ordinateurs. Donc pour modifier le nom, donc je vais... Ici vous avez remarqué le nom desktop LDC, c'est un nom, c'est-à-dire choisi aléatoirement par le système lors de l'installation. Remarquez ici, il appartient, il est membre de Workgroup. Donc je vais modifier. Donc ici, modifier. Vous avez ici, vous pouvez modifier le nom de l'ordinateur. Je vais l'appeler Windows 10 pour rappeler de ça. Et maintenant, je ne vais plus rester dans le groupe de travail. Je vais sélectionner ici, je vais mettre quel est le domaine que je veux que cet ordinateur soit membre. OFPPT.local. Voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Remarquez qu'est-ce que j'ai dit à cet ordinateur. Je lui ai dit, tu dois être membre de ce domaine. Mais normalement, je dois lui donner une adresse IP. Il doit connaître quel est le contrôleur du domaine de ce domaine avec l'adresse IP pour qu'il demande à ce qu'il soit. Maintenant, c'est comme si l'ordinateur, il va demander au contrôleur à ce qu'il soit membre dans son domaine. Mais moi, j'ai donné seulement un nom. Avec le nom, on ne peut pas avoir une connectivité ou une connexion avec le nom. Toujours, les connectivités, c'est avec les adresses IP. Donc, une fois que je valide,
qu'est-ce qu'il va faire? Si cet ordinateur il trouve qu'il a un DNS, il va envoyer une requête DNS, il va demander au DNS, donnez-moi l'adresse IP du contrôleur OFTP.local. C'est pour cela que l'adresse, donc j'ai ici peut-être qu'il est. Je vais voir si j'ai aussi. Donc 10.0.0, 10.0.0, celui-là, il a l'adresse. C'est bon. On va faire voilà, donc j'ai oublié une chose, c'est que ça c'est si vous êtes dans une machine virtuelle, mais dans la réalité, ces trois phases que j'ai fait, c'est bon. Et puisque je dois lier, c'est-à-dire l'ordinateur au même switch. Vous vous rappelez hier, quand j'ai créé les deux contrôleurs de domaine, je les ai liés au même VMnet et les switches. Pour avoir une connectivité. Maintenant, il n'y a pas de... Voilà, donc là, je dois mettre ici. Vous remarquez, le premier TP, les deux contrôleurs, je les mets dans VMnet 2. La même chose, pour tester. Avant, j'ai dit, avant de joindre, vous pouvez voir la connectivité. Donc, moi, je suis maintenant client, je vais pinguer mon contrôleur du domaine. 10. Remarquez déjà la connectivité, il passe. Pour être aussi sûr que la jointure il passe sans problème, essayez de pinguer le nom OFTP, nom du domaine. Si il répond, c'est que vous n'aurez pas de problème dans la... Voilà, il répond. À chaque fois que vous voulez joindre un ordinateur au domaine, essayez de lancer le ping au nom du domaine. S'il répond, c'est que c'est bon. S'il ne répond pas, c'est qu'il ne peut pas joindre. Vous avez un problème dans le DNS. C'est bon maintenant, ça doit marcher. Okay. Voilà, il me donne ici, donnez-moi un nom d'utilisateur du domaine avec mot de passe d'un utilisateur qui a le droit d'intégrer cet ordinateur au domaine. Je vais vous dire une chose. Donc, chaque utilisateur du domaine, il a le droit d'intégrer 10 ordinateurs au domaine. N'importe quel utilisateur du domaine, un utilisateur simple du domaine, il a ce droit. Il a par défaut le droit de joindre 10 ordinateurs au domaine. Sinon, l'administrateur, il a le droit d'ajouter plusieurs ordinateurs au domaine. D'accord ? C'est-à-dire, même avec un compte d'utilisateur simple du domaine, alors vous pouvez joindre. Vous n'êtes pas obligé de mettre administrateur ici. D'accord ? Mais puisque on a administrateur, donc administrateur avec le mot de passe, remarquez l'administrateur ici du domaine. Il faut toujours voir. Il m'a dit donnez-moi quelqu'un, un compte de OFTP.local qui a le droit d'ajouter cet ordinateur. Donc on va attendre un petit peu, il va me donner un message de bienvenue à ce domaine. Voilà, on a fait bienvenue dans le domaine OFPPT, donc l'ordinateur il a été accepté dans le domaine. Je dois normalement, ça nécessite un redémarrage. Okay. Voilà, il me dit vous devez redémarrer. Ok. Mais redémarrer. Maintenant, au redémarrage, l'ordinateur il sera membre du domaine. C'est-à-dire maintenant, n'importe quel utilisateur, il peut venir
dans cet ordinateur et ouvrir la session dans le domaine. Il y aura un compte de cet ordinateur créé dans le contrôleur du domaine. On va voir, donc une fois qu'il démarre. Maintenant, avec un utilisateur du domaine, donc on a déjà hier créé, si vous vous rappelez, un compte utilisateur, celui-là. On a créé une unité d'organisation et il y a un utilisateur dedans. C'est-à-dire ça, c'est un utilisateur du domaine simple, c'est pas un administrateur. C'est-à-dire qu'il peut ouvrir la session sur n'importe quel ordinateur du domaine. En attendant à ce que, voilà, l'ordinateur. Je vais mettre ici autre. Et remarquez maintenant connectez-vous à OFPPT. Donc déjà, il connaît qu'il y a un domaine OFPPT. Maintenant, puisque ça c'est un ordinateur qui est dans un domaine, on pourra voir le schéma ici. Je suis maintenant, j'ai mon TDC, c'est lui le contrôleur du domaine, et j'ai l'ordinateur Windows 10. Il est maintenant dans le domaine. C'est-à-dire un utilisateur qui est créé dans la base d'annuaire Active Directory, il peut venir ici avec bien sûr le mot de passe et il peut demander l'authentification à ce contrôleur du domaine. C'est le contrôleur du domaine qui va l'authentifier dans le domaine. Maintenant, puisque celui-là, c'est un membre du domaine, c'est-à-dire qu'il a toujours la base de... Il était dans le workgroup avec la SAM. C'est-à-dire les objets locaux. On a dit la SAM, il gère les objets locaux. Donc quand on l'a intégré, quand on l'a rendu membre du domaine, là, toujours la SAM, il est là. On n'a rien changé. On a changé seulement l'appartenance de cet ordinateur. Hein, à ne pas confondre avec le PDC. Le PDC, il y avait un serveur avec la SAM. Quand on a rendu contrôleur du domaine, maintenant il n'y a plus la SAM, il y a l'Active Directory. Pas comme donc tous les ordinateurs ou bien les serveurs qui vont joindre le domaine, qui ne sont pas contrôleurs du domaine, toujours ils auront la base d'annuaire SAM. Mais est-ce qu'ils vont l'utiliser? Normalement non. Pourquoi? Parce qu'on va ouvrir la session dans le domaine. Qui va authentifier cette ouverture de session? C'est le contrôleur. Donc la SAM, il authentifie les connexions, les ouvertures de session locales. Nous, les utilisateurs du domaine, ils ne peuvent pas ouvrir les sessions locales dans les postes. Ils peuvent ouvrir les sessions dans le domaine. C'est pour cela que j'ai dit, les utilisateurs du domaine, quand ils travaillent dans les ordinateurs qui sont joints au domaine, ils ne doivent pas connaître les comptes locaux. D'ailleurs, il n'y aura pas de comptes locaux, il y aura seulement compte administrateur local. Si quelqu'un connaît le compte d'administrateur local et il ouvre la session localement, le contrôleur, ce n'est pas lui qui a authentifié, c'est la SAM locale qui a authentifié cet utilisateur. Et quand vous utilisez une authentification locale, c'est-à-dire vous sortez de la gestion du contrôleur du domaine. Le contrôleur du domaine, il ne peut pas gérer les sessions qui sont ouvertes localement dans les ordinateurs du domaine. Je crois que déjà on a expliqué ça, pour un rappel. Maintenant, l'ordinateur Windows 10 que j'ai intégré au domaine, il a toujours sa SAM. Mais on ne va pas l'utiliser, c'est-à-dire qu'il ne va pas être utilisé pour l'authentification. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas utiliser les comptes d'utilisateurs locaux. Rien ici. Donc, si par la suite vous voulez, par exemple j'ai mis comme ça, donc je vais ouvrir la session, j'ai dit il y a deux manières, ou bien je mets OFPPT, c'est-à-dire le nom NetBIOS anti/ mon nom, le nom c'est le nom d'utilisateur c'est .e, comme ça, et je mets le mot de passe, ou bien avec une ouverture de session UPN, c'est-à-dire le nom, exactement comme les adresses mail.
.ofppt.local. Donc vous avez le choix. Donc ça, ou bien utiliser un nom DNS, ou bien utiliser un nom NetBeans. La même chose. Donc nom utilisateur ici, séparé par l'arrobase. Et vous mettez le mot de passe. Sinon, si vous voulez maintenant ouvrir une session locale, par exemple vous êtes administrateur et vous voulez administrer un poste, non, je ne sais pas, faire une mise à jour, faire une installation, et vous ne voulez pas la faire à distance, vous pouvez la faire, c'est-à-dire localement sur le poste. Mais remarquez ici, il me met connectez-vous à OFPPT, c'est-à-dire tous les comptes. Même ici maintenant, je peux mettre tout simplement directement le compte utilisateur. Donc si vous avez ici le nom de votre domaine, vous pouvez directement mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe. Mais parfois dans d'autres scénarios, on peut voir qu'on a plusieurs domaines. Vous pouvez choisir quel est le domaine sur lequel vous voulez ouvrir la session. D'accord? Donc je reprends. Si vous avez ici le nom de votre domaine, vous pouvez mettre uniquement le nom d'utilisateur du domaine et le mot de passe. Sinon, comme j'ai dit, vous pouvez mettre, même si ici le nom, ou bien il n'y a pas, vous pouvez mettre le nom du domaine anti-slash, le nom de votre compte utilisateur. Sinon, le nom de votre compte, arrobase, le nom du domaine. Comme ça. Remarquez ici, il me met aussi, il va changer. Maintenant, si je veux entrer localement, vous mettez un point anti-slash. Remarquez qu'est-ce qu'il a fait ici. Win10. Win10, c'est-à-dire le nom du... C'est-à-dire qui va authentifier maintenant cet utilisateur que je vais mettre ici. Imaginez un utilisateur, un administrateur, ou là un utilisateur admin. Ce compte et ce mot de passe, c'est la somme de cet ordinateur qui va l'authentifier. Pour vous mettre, c'est-à-dire dans un ordinateur ou bien un serveur qui est membre d'un domaine, comme j'ai expliqué l'autre fois, on a deux possibilités, on a deux types d'ouverture de session. Je peux ouvrir la session localement et je serai authentifié par la SAM locale de l'ordinateur, comme je peux ouvrir la session dans le domaine et dans ce cas, je serai authentifié par un contrôleur du domaine de ce domaine. Les utilisateurs normalement simples, les utilisateurs du domaine, ils ne doivent pas connaître les comptes locaux des ordinateurs. Mais vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez à tout moment aller dans n'importe quel ordinateur bien serveur du domaine et vous pouvez ouvrir la session localement sans problème. Pour vous montrer comment on peut ouvrir les sessions locales et les sessions dans le domaine, dans un ordinateur qui est joint au domaine. Donc maintenant, je vais tester le OFPPT. Okay. Et ça, c'est un compte qui est déjà créé. Alors là, remarquez, maintenant, il va ouvrir la session dans le domaine et pas local. Il personnalise maintenant l'environnement de travail de cet utilisateur. Donc si je reviens au contrôleur, outils, donc je vais dans utilisateur, la console utilisateur ordinateur Active Directory. J'ai ici un conteneur qui s'appelle Computers. Si je clique, je vais trouver l'ordinateur client Windows 10 que j'ai appelé. Il est maintenant créé, il a un compte, ça c'est un compte d'ordinateur. Donc par défaut, les ordinateurs qui sont joints au domaine, ils sont automatiquement mis dans ce conteneur qui s'appelle Computer. C'est-à-dire si par la suite j'ajoute un autre serveur membre ou bien un autre ordinateur, je vais les trouver ici. C'est une organisation. Par la suite, vous pouvez les mettre n'importe où. Mais par défaut, une fois un ordinateur ou bien un serveur, il est joint à un domaine, il se met ici. C'est-à-dire il s'est enregistré là, et maintenant l'ordinateur il a son propre compte dans le domaine. Alors, remarquez, ça c'est un compte utilisateur, remarquez le symbole,
un compte utilisateur, et ça, c'est un compte d'ordinateur. Maintenant, le PDC, il peut gérer, c'est-à-dire il connaît un objet du domaine, il peut le gérer. Voilà, remarquez maintenant l'ouverture, cette ouverture de session, il est dans le domaine. Remarquez, il y a son propre bureau, et un utilisateur du domaine, il ne peut rien faire. Remarquez, est-ce qu'il a le droit de changer l'adresse IP? Remarquez, s'il ne donne pas un compte d'utilisateur qui a les privilèges d'administration du domaine, il ne peut pas changer l'adresse IP, il ne peut rien faire. Il ne peut même pas changer leur système, il ne peut même pas installer des mises à jour, installer des programmes, rien. Il peut seulement ouvrir la session dans le domaine et accéder seulement aux ressources que l'administrateur du domaine lui a attribuées, avec les permissions bien sûr. Mais en dehors de là, il ne peut rien faire. Et déjà, l'administrateur du domaine, il peut il peut suivre cet utilisateur, c'est-à-dire à quel moment il s'est connecté, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les ressources auxquelles il a accédé, quand est-ce qu'il s'est déconnecté. C'est-à-dire qu'il peut suivre l'utilisateur et son travail dans le domaine. Par contre, imaginez l'utilisateur qui a ouvert la session localement dans un ordinateur du domaine, il ne peut pas le suivre. D'accord? Donc la même chose, je vais voir. Maintenant, on va faire normalement pour un test. On va y revenir une fois on arrive à la partie administration des comptes et des groupes. Pour dire, imagine maintenant le compte utilisateur. Je peux l'administrer, remarquez. Je peux le copier, je peux le désactiver. Il y a plusieurs tâches. Je vais aller dans propriétés. Ou bien tout simplement, vous pouvez double-cliquer dessus. Remarquez combien d'onglets il y a ici. Ce qui m'intéresse, c'est la partie compte. L'onglet compte. Ici, c'est son nom. Si vous voulez par la suite changer le nom d'ouverture de session, ça c'est le nom d'ouverture de session UPN. Et ça c'est le nom d'ouverture de session NetBIOS. J'ai dit ou bien vous pouvez ouvrir la session comme ça, ou bien comme ça. Ici, j'ai horaire d'accès. Par défaut, chaque utilisateur du domaine, il a le droit d'ouvrir la session dans le domaine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Remarquez, la partie en bleu, c'est ouverture de session autorisée. En blanc, ouverture de session refusée. Il n'y a pas ici du blanc. Par exemple, si votre entreprise, les utilisateurs, ils travaillent dans l'entreprise, je ne sais pas, de 8 heures à on va dire à 18h, bien de 8h à midi et de 14h à... C'est-à-dire, cette étendue de horaire, vous pouvez la désactiver pour s'assurer que personne ne peut ouvrir les sessions dans le domaine dans les heures hors du travail. Je vais le mettre en blanc. Par exemple, entre midi et 2 et 14h, il n'y a pas aussi... Personne ne peut travailler. Je peux. Et à partir de 18h, bien 18h à 19h, ce que vous voulez, un exemple, personne aussi ne peut travailler. Comme ça, si un utilisateur, même avec un compte utilisateur qui a le mot de passe qui est valide, il ne peut pas venir dans ce temps qui est, c'est-à-dire dans cette plage horaire qui est en blanc et travailler dans le réseau. Il ne peut travailler pendant la plage horaire qui est en bleu. D'accord? La même chose ici, puisque, imaginez, samedi et dimanche, il ne travaille pas, donc je peux même enlever ça. C'est-à-dire laisser seulement les heures de travail et les jours aussi de travail. C'est l'administrateur. Donc c'est une gestion de l'administrateur du domaine, c'est lui qui a le droit de faire ça.
Pour faire les tests, ce qui m'intéresse, on est maintenant, c'est en fonction de la masse, c'est 10h17, c'est-à-dire, imaginez, de 10h à midi, aussi je vais l'enlever. C'est-à-dire, maintenant, il y a l'heure qu'on a ici. C'est-à-dire, pour les utilisateurs, ils ne doivent pas ouvrir la session. Un exemple, pour vous. Imaginez que maintenant, de 10h à 14h, je vais mettre ici, 10h à midi, de 10h à midi, les utilisateurs n'ont pas le droit d'ouvrir la session. Et pour la faire, il a coïncidé avec leur système que j'ai ici. Je vais valider. Appliquer. OK. Donc je vais désactiver. Il y en a déjà l'utilisateur. Même si vous changez ça, ou l'utilisateur il est déjà connecté, il peut pas, rien ne peut le déconnecter. Ça, ils sont appliqués que seulement si les utilisateurs ils doivent ouvrir la session après. Donc je vais déconnecter. Je vais essayer d'ouvrir la session. Remarquez, dites toujours, une fois que vous ouvrez avec un nom d'utilisateur, il garde en historique. Sinon, vous pouvez changer votre utilisateur pour changer de compte. Remarquez, il m'affiche maintenant un message d'erreur. Votre compte possède une limitation horaire d'utilisation qui vous empêche de vous connecter actuellement. Essayez ultérieurement. C'est-à-dire, le compte, il est valide, sauf que la plage horaire dans laquelle l'utilisateur il veut ouvrir la session n'est pas valide. Ça se voit dans le message d'erreur. C'est-à-dire, cet utilisateur, il ne peut pas ouvrir la session. Pourquoi? Tout simplement parce que l'administrateur, il a configuré ça. Alors, quand est-ce qu'il peut ouvrir la session? De 8 à 10 et de midi à 18 heures. D'accord? Ça, ce qu'on appelle l'horaire d'accès ou bien la plage horaire d'accès. Je vais rendre ça par défaut. Pour voir autre chose. Maintenant, remarquez l'utilisateur, il y a aussi se connecter à. Se connecter à, là aussi, par défaut. Tous les comptes utilisateurs peuvent ouvrir la session sur n'importe quel ordinateur du domaine. Ça, c'est la logique. D'accord? J'ai PDC et j'ai ADC, le supplémentaire. Ce sont des maisons Active Directory. Maintenant, j'ai Windows 10 comme un ordinateur du domaine ofppt.local. Maintenant, une fois l'ordinateur il est membre, il y aura un compte qui est créé. Et le compte il sera bien sûr répliqué, puisque la base il sera répliquée. Tous les ordinateurs, tous les utilisateurs qui seront créés, user 1, user 2, user 3, qui seront créés dans l'Active Directory, ils peuvent ouvrir la session sur n'importe quel ordinateur du domaine. C'est ça, leur droit par défaut. Un droit par défaut d'un utilisateur du domaine, c'est qu'il peut ouvrir la session n'importe où dans le domaine. Sauf, bien sûr, dans les contrôleurs. Un utilisateur simple, il ne peut pas ouvrir la session dans les contrôleurs du domaine. D'accord? Donc, les utilisateurs du domaine peuvent ouvrir la session, pour ouvrir la session dans le domaine, sur n'importe
quel ordinateur du domaine, sauf les contrôleurs du domaine. C'est-à-dire un utilisateur simple, un utilisateur normal du domaine, il ne peut pas venir au PDC ou bien au ADC et ouvrir la session dans le domaine. Pour une sécurité, c'est-à-dire par défaut. Mais par la suite, si l'administrateur veut qu'un utilisateur, c'est-à-dire ouvre la session dans le domaine, c'est un droit. Et il doit ajouter, cet utilisateur, il doit lui ajouter le droit d'ouvrir la session localement sur les contrôleurs. Mais par défaut, non. Tout simplement pour garder une intimité et une sécurité des contrôleurs de domaine. Personne ne peut ouvrir les sessions dans les contrôleurs de domaine sauf l'administrateur du domaine. Les membres d'administration, le groupe d'administrateurs du domaine. C'est pour cela que maintenant, on va voir ici, par défaut, remarquez, cet utilisateur peut ouvrir une session sur tous les ordinateurs. N'importe quel. Si vous allez dans n'importe quel utilisateur qui est créé, vous mettez bouton droit et vous allez dans station de travail, vous allez trouver que tous les ordinateurs. C'est pour cela que, automatiquement, quand j'ai ouvert la session à partir de Win10, qui était un nouveau membre du domaine, automatiquement, il a ouvert la session. Et maintenant, imaginez, je vais dire que cet utilisateur qui est Jawad.lov, il ne peut ouvrir la session que sur un PC, par exemple, qui s'appelle PC 01. Ça, il n'existe pas, d'accord, pour faire le test. C'est-à-dire, imaginez que ce compte, il ne peut ouvrir la session que sur cet ordinateur. Donc je vais mettre ajouter. Je peux mettre aussi plusieurs, une liste, c'est-à-dire PC1, PC2, PC3. Imaginez, vous êtes dans des services et les utilisateurs d'un service, vous voulez qu'ils travaillent seulement dans les ordinateurs de ce service. Vous pouvez sélectionner les noms des ordinateurs qui sont dans ce service et leur attribuer comme ça. D'accord. Maintenant, l'utilisateur, cet utilisateur, il ne peut ouvrir la session que sur un ordinateur dans le domaine qui s'appelle PC01. Est-ce que moi j'ai PC01? Non. Normalement, si j'ai un ordinateur PC01, il peut ouvrir. Il arrête pour faire le test et voir le message d'erreur qu'il va me donner ici. Remarquez, maintenant, ce n'est pas le même message d'erreur que tout à l'heure. Votre compte est configuré de telle sorte que vous ne pouvez pas utiliser ce PC. Essayez un autre PC. D'accord? Donc je peux limiter les accès ou bien par on a vu la plage horaire, c'est-à-dire limiter les ouvertures de session en fonction de la plage horaire, ou bien aussi limiter les ouvertures de session par ordinateur. Donc, je vais annuler ça. Je vais rendre tous les PC. Et maintenant, je vais voir est-ce que ça va marcher. Un petit temps d'actualisation. Le temps. On va voir par la suite, il y a des stratégies de sécurité, ils doivent être synchronisés parfois. Donc on peut forcer la synchronisation, mais voilà, donc maintenant, par défaut, il peut ouvrir la session sans problème, puisque j'ai limité j'ai repris les valeurs par défaut. Donc ce qu'on a fait maintenant, c'est que on a joint, on a intégré un ordinateur à un domaine et il est devenu membre du domaine. Mais cette jonction, on l'a fait en ligne. Ce qu'on a fait ici, c'est joindre un ordinateur en ligne
au domaine. Maintenant, on va voir une autre jonction, c'est joindre un ordinateur libre au domaine. Donc tout à l'heure, j'avais mon contrôleur du domaine et l'ordinateur qui était dans le workgroup. Pour le faire intégrer, il avait une connectivité avec le PDC. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a? Donc, on a configuré l'adresse IP, on a configuré l'adresse IP aussi du DNS pour qu'une fois je vais l'intégrer, il va contacter le PDC. C'est-à-dire, c'est comme si l'ordinateur, il va demander au PDC est-ce qu'il peut intégrer le domaine. Et le PDC, il va valider la jonction de cet ordinateur au domaine. Maintenant, dans le deuxième TP, c'est qu'il n'y a pas de connectivité. C'est-à-dire, l'ordinateur qui va joindre le domaine n'a pas de connectivité avec le PDC. Et pourtant, on peut le joindre au domaine. C'est-à-dire, on peut préparer la jonction et l'ordinateur, il va être considéré comme un objet du domaine. C'est-à-dire, le PDC, il va le considérer comme objet, même si l'ordinateur n'est pas là. Ça, vous pouvez, c'est-à-dire dans la mesure où vous pouvez préparer au préalable les ordinateurs à ce qu'ils soient membres du domaine, même s'il n'y a pas de connectivité entre eux. Et bien sûr, par la suite, une fois les utilisateurs ils veulent ouvrir la session, bien sûr la connectivité elle doit être établie. Mais il y a hors ligne, tout simplement, dans la jonction. Mais pas toujours hors ligne, c'est-à-dire, on va hors ligne, tout simplement pour joindre l'ordinateur au domaine. Mais quand un utilisateur veut travailler sur l'ordinateur, bien sûr l'ordinateur il doit avoir une connectivité avec le PDC. D'accord? Donc pour cela, je vais... Une chose, c'est le temps de voir aussi comment je peux disjoindre. Il y a joint et il y a disjoint. Disjoint, c'est-à-dire enlever un ordinateur d'un domaine, c'est-à-dire le détacher d'un domaine. Donc la même chose, pour faire cette action, je dois être ou bien administrateur du domaine ou bien administrateur local de cet ordinateur. Un utilisateur simple ne peut pas disjoindre un ordinateur du domaine. Qui peut le faire? Ou bien l'administrateur du domaine, ou bien l'administrateur local du poste lui-même. Donc pour cela, je vais me déconnecter de ce compte du domaine simple et je vais pouvoir entrer avec un autre compte, par exemple administrateur. Ou bien administrateur local, à ce moment-là, vous allez mettre point anti-slash, comme ça vous entrez dans l'administrateur de Windows 10, l'ordinateur local, ou bien vous laissez FTPT, puisque l'administrateur du domaine, il peut administrer aussi tous les ordinateurs qui sont dans son domaine. Donc la même chose, à chaque fois un nouvel utilisateur il ouvre la session, bien sûr toujours c'est même en local ou bien même en domaine, il y a une préparation de son environnement de travail. Donc, il va essayer d'ouvrir et il va essayer, c'est-à-dire de lui préparer le bureau, les icônes qu'il va voir dans le bureau, c'est ce qu'on appelle un profil utilisateur. Donc avant, parce qu'il est mort, donc le principe c'est que maintenant l'ordinateur client, il sera désactivé, voilà, il sera déconnecté du réseau.
Pour cela qui met beaucoup de temps, normalement ça passe vite. Voilà, maintenant, c'est bon. Il prépare le profil de cet utilisateur, puisque l'administrateur du domaine, c'est la première fois qu'il va ouvrir la session dans ce domaine. Donc la deuxième fois, il ne va pas faire la même chose. Préparation en cours. Voilà, maintenant je suis. Donc pour voir réellement une commande, pour voir l'utilisateur qui est connecté sur la machine, on peut mettre Who am I? Qui suis-je? Who am I? Donc il m'a dit que c'est le compte administrateur mais qui est connecté au domaine. Donc à partir d'une session pour voir quel compte utilisateur et l'utilisateur est-ce qu'il est connecté localement, c'est-à-dire il a ouvert la session locale et il a été authentifié par la SAM, ou bien il a ouvert la session dans le domaine. Donc maintenant je vois que OFPPT pour moi c'est le domaine, c'est-à-dire administrateur, il a ouvert la session dans le domaine, pas local. Who am I? Voilà, donc maintenant je vais la même chose. Donc PC, bouton droit, propriété. Remarquez maintenant, ça s'appelle Windows 10 et il est dans OFPPT.local. Maintenant le nom d'hôte, puisqu'on a un nom de domaine, le nom d'hôte c'est le nom complet de l'ordinateur, ça s'appelle Windows 10.ofppt.local. Ça c'est ce qu'on appelle un nom d'hôte. On va y revenir une fois chaque du DNS. Bref, maintenant pour refaire le deuxième TP avec le offline, je dois rendre celui-là à la phase initiale, c'est-à-dire workgroup, pour pouvoir le réintégrer. Donc si j'ai un autre poste, je peux le faire, mais ici j'ai pas une autre machine virtuelle cliente, donc j'ai une seule. Donc, pour pouvoir faire le deuxième TP, je vais rendre cet ordinateur dans le workgroup. Tout simplement la même chose, modifier. Donc ici, modifier les paramètres. Modifier ici. Je vais laisser le nom, pas grave, mais maintenant je vais mettre workgroup. Je peux donner n'importe quel nom pour rester le même objet par défaut. Workgroup. Voilà la même chose, je vais valider. Avoir quitté un message, avoir quitté le domaine, vous devez connaître le mot de passe de votre compte administrateur local pour ouvrir une session sur votre ordinateur. Cliquez. Donc il vous dit que vous allez disjoindre l'ordinateur domaine. Alors vous devez vous devez connaître un mot de passe d'un compte administrateur local. Imaginez vous ne connaissez pas le compte administrateur local, vous ne pouvez pas ouvrir la session locale. Vous ne pouvez pas administrer par la suite cet ordinateur. Un message, c'est pas grave. La même chose, il va m'afficher bienvenue au workgroup maintenant, au groupe de travail. Voilà, bienvenue dans le groupe de travail, workgroup. Je dois aussi redémarrer. Voilà, maintenant, remarquez, il n'y a plus, donc je ne peux ouvrir la session que localement. Je dois connaître, donc
ça c'est un compte d'utilisateur qui est local. Voilà, remarquez le bureau, hein. C'est un environnement, un autre environnement. La même chose, si je mets ici Who am I, qu'est-ce qu'il me dit maintenant? L'utilisateur qui est connecté, c'est Dawalmin, et il est connecté à Win10, c'est-à-dire localement. Il n'est pas maintenant au PPT. D'accord? Voilà. La même chose, ici, dans PDC, ou bien dans n'importe quel contrôleur, je vais revenir à la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Je vais dans Computer, je vais trouver le poste, il est toujours là, mais remarquez, il est désactivé. Je vais le supprimer complètement, je peux le supprimer. Donc un objet, maintenant j'ai enlevé un ordinateur du domaine, je peux aussi l'enlever ici. Donc sa présence n'est pas un objet maintenant du domaine, je vais l'enlever. Maintenant ce qu'on va faire, c'est cet ordinateur, je vais complètement le déconnecter. Remarquez maintenant, si je ping, avant de déconnecter, ping 10, 0, 100, le contrôleur du domaine, ça ping. Il y a connectivité, même aussi 101. Les deux contrôleurs du domaine, le client, l'ordinateur, il peut les accéder. Maintenant, je vais déconnecter complètement, bien désactiver la carte, ou bien la machine virtuelle, je désactive la connexion. Remarquez maintenant, il n'y a plus de connectivité entre les deux contrôleurs. C'est-à-dire maintenant, il est déconnecté du réseau. Donc pour joindre un PC ou un ordinateur, bien un serveur au domaine hors ligne, donc on va commencer par la tâche effectuée dans le contrôleur. Donc, dans le contrôleur du domaine, on doit lancer une commande. Comme j'ai dit, c'est compatible, vous pouvez cette commande la faire en CMD ou bien en PowerShell. La commande c'est join, c'est-à-dire domaine join, joindre le domaine, espace, slash, provision, c'est-à-dire provisionner, c'est-à-dire c'est pas détaillé, tezouid, taqdim, on va provisionner l'ordinateur. C'est comme une provision qui va être intégrée à Active Directory. Espace, anti-slash, plutôt slash, domaine. Vous voulez l'intégrer à quel domaine? Le domaine que je veux que le PC soit intégré, c'est ofppt.local slash machine. Le nom de la machine, ma machine, ça s'appelle Win10. Espace, je vais sauvegarder, je vais créer le principe c'est quoi? C'est que je vais créer un fichier qui a une configuration de provisionner de la jonction. Save file et le chemin là où vous voulez mettre le fichier. Donc je vais créer un fichier par exemple dans C. Remarquez, toujours les chemins d'accès c'est anti-slash, les options, les paramètres c'est slash. D'accord? Ça ce sont des paramètres de la commande. Maintenant je suis dans le chemin d'accès. Je veux qu'un fichier soit créé dans ce chemin, C, deux points. Je vais le mettre directement dans C. Je vais l'appeler, je ne sais pas, c'est un nom.
Win 10, par exemple, join. Ça, c'est un nom. .txt, un exemple. C'est-à-dire maintenant, cette commande, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me créer un fichier qui s'appelle win10join.txt dans C, qui aura le provisioning, le provisionnement de ce poste. Le fichier, je vais l'utiliser dans le client. Je vais copier, je vais prendre le fichier et aller dans le client pour l'utiliser. D'accord? Voilà, donc je vais rentrer. Donc voilà, approvisionnement de l'ordinateur, correctement approvisionné dans le domaine OPPT. Il est approvisionné, données d'approvisionnement correctement enregistrées. L'ordinateur terminé. Maintenant, si je vais dans Computer, je vais actualiser. Remarquez, je vais trouver qu'il y a un compte. Tout à l'heure, quand il est désactivé, je l'ai supprimé. Maintenant, l'approvisionnement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a approvisionné. Il a créé l'objet ordinateur dans Computer. C'est comme une préparation. C'est-à-dire maintenant, le contrôleur du domaine, il est au courant qu'il y a un ordinateur Windows 10 comme objet dans le domaine. Mais est-ce que le client il est au courant? Non, pas encore. C'est pour cela que je vais prendre le fichier d'approvisionnement que j'ai créé. Dans C, je vais trouver qu'il y a un fichier qui s'est créé ici. Donc il y a des pleins de... Normalement, on doit avoir un éditeur pour lire ça, mais normalement, l'Active Directory il est capable de déchiffrer le fichier. Donc, tout simplement, essayez de copier, de prendre dans une clé ou bien de le partager. Vous devez avoir ça. Et pour le partager entre machines virtuelles, je dois passer par la machine réelle. Parce que on ne peut pas faire la copie entre machines virtuelles. Donc, je vais le copier dans la machine réelle et je vais le copier. Et maintenant, le client. Je vais le copier dans C aussi. Ou directement dans le bureau, peu importe. Voilà, maintenant le fichier que j'ai créé, qui a été créé dans le contrôleur, je l'ai collé dans le client. La même chose. Donc client, vous ouvrez ça en mode administrateur. Je vais agrandir un petit peu. Maintenant, à partir de l'ordinateur qui veut joindre le domaine, toujours c'est la commande join, toujours domaine join, jointure domaine, mais maintenant slash request ODJ. Un minuscule ou majuscule, c'est pas un pour faire ressortir le mot, mais en majuscule. Donc, request ODJ, c'est-à-dire offline domain join. Offline domain join, c'est-à-dire la jonction hors ligne au domaine. C'est comme si maintenant le client, il va lancer une requête, une demande de jointure ou de jonction au domaine. Donc, request OD, c'est tout simplement une demande de jonction de domaine hors connexion au prochain redémarrage. Normalement, une fois on va valider cette commande, l'ordinateur il doit redémarrer. C'est logique. Même en interface graphique, quand on a changé le domaine, il a demandé le redémarrage. Une fois je valide, par la suite, j'ai pas encore terminé la commande. Une fois je vais terminer la commande et je valide, il va nécessiter un redémarrage. C'est-à-dire, dans le redémarrage, il va lancer une requête de jonction au domaine et cette requête, il va être acceptée puisque le même fichier qui a été utilisé dans le PDC, c'est lui qui va servir de demande de... Le contrôleur, qu'est-ce qu'il a fait avec la commande qu'on a fait au contrôleur? Il a préparé comme un fichier de demande de jonction de domaine au poste Windows 10. Maintenant, le fichier de demande
que le contrôleur a créé pour Windows 10, je l'ai copié dans Windows 10. Et je vais l'utiliser pour demander la jonction. Tout simplement, la requête, une fois qu'il arrive au contrôleur, il va le vérifier avec c'est lui qui l'a créé, il va l'accepter. Donc request ODG, toujours slash load file pour tout à l'heure dans le contrôleur on a dit save file pour créer un fichier. Maintenant load file, c'est-à-dire c'est pour charger le fichier qui va être envoyé dans la requête. Toujours c'est le chemin, je les mets dans ces deux points, je les mets dans le bureau de cette user. On peut même mettre la première lettre, tabulation, dans le chemin, il va vous afficher le... Donc mon utilisateur, ça s'appelle DAO admin, je mets des tabulations, remarquez. Et aussi desktop. Et le fichier, ça s'appelle Windows. Maintenant, Windows path, le chemin, là où il est installé le système d'exploitation, donc Windows path, entre variables, vous mettez ou bien système root ou bien windir, c'est la même chose. Ça c'est une variable qui va afficher quelle est la racine du système, c'est-à-dire le système il est installé où. Et enfin slash local OS. Donc local OS il va cibler l'installation du système d'exploitation local. C'est-à-dire cette commande il est réservé pour le système local. Donc si vous lancez cette commande à distance, vous ne pouvez pas mettre ça. Donc add local OS, c'est attaché local OS et Windows Path, ils vont, c'est-à-dire si vous utilisez local OS, vous devez utiliser Windows Path. Mais en général, maintenant, puisque cet ordinateur, c'est lui qui va être joint au domaine, j'ai créé la commande ici et je vais mettre local, c'est-à-dire il s'agit aussi de ce système d'exploitation. La cible, il va cibler l'installation du système local. D'accord? C'est ça la commande. Dit join request, donc je vais préparer une demande, une requête, une demande de jonction au domaine avec ce fichier qui a été créé dans le contrôleur du domaine pour le système local. Voilà, donc la demande d'approvisionnement a abouti. Un redémarrage est requis pour appliquer les modifications. L'opération a réussi. D'accord. Donc je vais redémarrer. Donc shutdown et immédiatement 0. Hein, vous vous rappelez de ça, shutdown, le démarrage avec un temps 0 fait immédiatement. Donc toujours, le client n'a aucune connectivité avec les contrôleurs. C'est-à-dire il est isolé. Et on va voir que même s'il est déconnecté, là il n'y a pas une connectivité, on peut tout de même le joindre à un domaine. Donc le fait de le joindre à un domaine, ça reste seulement une jonction. Mais si l'utilisateur il veut ouvrir une session, bien sûr, on a dit l'ordinateur il doit avoir une connectivité avec le contrôleur du domaine. Donc, toujours on attend à ce qu'il s'initialise correctement. C'est bon, vous suivez?
Très bien. D'accord. Les autres? Voilà, on va voir maintenant. Remarquez déjà, il m'a mis ici autre utilisateur et remarquez OFPPT. C'est-à-dire maintenant avec un utilisateur, le même utilisateur que j'avais tout à l'heure. Voilà. C'est un utilisateur du domaine. Je peux même ici pouvoir mettre OFPPT, mais ici maintenant c'est pas la peine puisque déjà ici j'ai OFPPT. Le mot de passe. Bien sûr, je ne peux pas ouvrir la session puisqu'il est déconnecté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que une fois je rends la déconnexion, c'est-à-dire je rends l'ordinateur, il est connecté, l'ouverture de session, il passe parce que l'ouverture de session, il doit avoir l'authentification du PDC. Mais vous remarquez que quand même, il m'a mis OFPPT. Maintenant, je dois tout simplement activer la carte réseau et je peux me connecter directement. Donc, normalement, il va me donner un message d'erreur. Donc, je vais tout simplement rendre la connectivité sans, voilà, donc il n'a pas contacté, mais remarquez ici j'ai OFPP, c'est-à-dire déjà il est membre. Donc je vais dans la machine connecter. Voilà, donc une fois qu'il est connecté, je vais prendre maintenant voilà, remarquez, ça rentre. Si je veux voir quel est l'utilisateur qui s'est connecté, donc who am I, remarquez, il me dit que l'utilisateur c'est Jawad.login, mais il a ouvert la session dans le domaine. Maintenant je suis l'ordinateur, il est joint au domaine, même quand qu'il n'a pas de connectivité avec le contrôleur. De même, si je vais en propriété, remarquez la même chose que tout à l'heure. Windows 10.opt. Maintenant il est membre du domaine et pas de workgroup. Et je vais voir que aussi, voilà, on a dit ça là, déjà il a été créé au début. Donc remarquez, donc on peut joindre un ordinateur au domaine contre l'ordinateur en ligne, c'est-à-dire qu'il a une connectivité avec les contrôleurs, le contrôleur du domaine. Il suffit qu'un seul contrôleur il soit en connectivité avec un seul contrôleur du domaine. Sinon, on peut aussi joindre un ordinateur hors ligne au domaine. Donc, hors ligne, il y a deux phases. Il y a une phase qui s'effectue au contrôleur pour créer le fichier de la demande. Et ce fichier de demande, c'est lui que l'ordinateur client qui va utiliser pour demander la jonction au domaine. D'accord. Voilà, donc maintenant aussi un compte utilisateur, le compte utilisateur compte. J'ai ici, je peux le désactiver. Pour vous montrer une chose, même si on n'a pas encore fait l'administration des comptes utilisateurs, on va y revenir en détail Inch'Allah par la suite. Maintenant, et pour vous montrer une différence,
On a dans un compte un compte utilisateur. Donc, en général, un compte utilisateur dans l'actif, un compte d'utilisateur actif d'électronique du domaine. Donc, il peut être normalement activé, hein, c'est ce qui est par défaut. Il peut être désactivé. Il peut être verrouillé et il peut être expiré. Donc activé, c'est-à-dire il est capable d'ouvrir une session dans le domaine. Ouvre une session dans le domaine. Ici, ne peut pas ouvrir de session dans le domaine. Mais la différence c'est quoi? Donc désactivé, il est désactivé par l'administrateur. Donc l'administrateur, une fois il a un compte, c'est-à-dire, je ne sais pas, imaginez par exemple dans l'entreprise, il y a un employé qui sort en congé, qui va en congé. Un employé en congé, l'administrateur il a jugé important que son compte il doit être désactivé. Pour que si jamais il y a un autre employé qui connaît le mot de passe, il ne peut pas ouvrir la session tant que l'utilisateur n'est pas il est présent dans l'entreprise. D'accord. Activer, désactiver, c'est-à-dire par une tâche administrative que l'administrateur, c'est lui qui l'a désactivé pour une raison ou pour une autre. Maintenant, verrouiller. Verrouiller, c'est comme, on va l'expliquer en arabe, bloquer, donc on va le dire comme bloquer ou bien morfel. Désactiver, c'est quand on désactive un compte, c'est désactiver, ça vient de faire cesser le fonctionnement. Il dit le compte. Donc faire cesser le fonctionnement, c'est désactiver. Désactiver. Donc, faire cesser le fonctionnement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ouvrir la session. Verrouiller, on a dit c'est bloquer, hein, le fait de bloquer, la même chose. Quand un compte il est verrouillé, il ne peut pas être utilisé pour ouvrir une session. Mais verrouiller, c'est pas par l'administrateur, il ne peut pas verrouiller un compte. Un compte il sera verrouillé par une stratégie de sécurité. Donc une stratégie de sécurité qui va dire en gros si, un exemple, je vais donner un exemple. Si durant un temps, par exemple 60 secondes, ou 30 secondes, ou même 2 minutes, ce que vous voulez, l'utilisateur entre de suite 3 mots de passe faux. C'est-à-dire un utilisateur, dans un laps de temps, il a entré 3 mots de passe erronés, faux. Il y a une stratégie de sécurité des mots de passe, de verrouillage, qui peut verrouiller le compte pour le sécuriser. Comme ça, c'est comme c'est une tentative, quelqu'un il veut, c'est-à-dire tester les mots de passe pour ouvrir une session avec un compte. Donc la stratégie de sécurité, il va voir une fois, durant un temps, le mot de passe, il a été entré d'une manière erronée 3 fois de suite, automatiquement le compte il sera verrouillé. Et quand un compte il est verrouillé, il ne peut pas être utilisé pour ouvrir une session, bien sûr aussi,
c'est à configurer. Ou bien le compte il sera verrouillé jusqu'à ce qu'un utilisateur le déverrouille. C'est-à-dire si vous avez votre compte, vous ne pouvez pas ouvrir, vous allez contacter l'administrateur du domaine. L'administrateur du domaine, il va dans votre compte, il va voir est-ce qu'il est verrouillé. S'il est verrouillé, il peut le déverrouiller. Donc l'administrateur peut déverrouiller le compte. Mais il ne peut pas le verrouiller. Donc le verrouillage des comptes il s'effectue via une stratégie de sécurité. Expirer, c'est-à-dire que donc un compte il a aussi une date de validité. Donc un compte, je peux rendre un compte, c'est-à-dire je peux préciser la date où le compte il sera expiré. La même chose, un compte expiré, il ne peut pas servir pour ouvrir une session. Donc ces trois, ils ne peuvent pas ouvrir la session. Seulement un compte qui est activé, qui peut ouvrir la session. Donc la même chose, expirer, c'est par l'administrateur. Donc l'administrateur, c'est lui qui peut paramétrer un compte, c'est-à-dire que ce compte, il sera valide seulement dans cet intervalle de temps. Par exemple, imaginez que l'entreprise, il accepte des stagiaires. Vous avez 2-3 stagiaires qui viennent, c'est-à-dire passer le stage dans l'entreprise, où l'administrateur leur a créé 3 comptes, et le stagiaire, il a 1 mois, bien 2 mois pour faire le stage. Donc il va créer le compte et il va mettre la date de validité de ce compte. Il va dire ce compte il sera actif jusqu'à par exemple le 20 juin. Au-delà du 20 juin, le même compte avec le bon mot de passe, il ne peut pas servir pour ouvrir la session. Pourquoi? Parce qu'il est expiré. D'accord? Donc c'est très important de faire la différence. Donc on a un compte activé. Par défaut, les comptes quand vous les créez, ils sont activés. C'est-à-dire qu'ils peuvent servir pour ouvrir les sessions dans le domaine. Mais parfois, on peut désactiver. L'administrateur, il peut désactiver un compte. Donc j'ai dit l'exemple. Donc un employé qui est en congé et il veut s'assurer, c'est-à-dire que personne ne peut utiliser son compte, il peut désactiver le compte. Donc c'est une tâche administrative. Verrouiller, ce n'est pas l'administrateur qui verrouille les comptes. Le verrouillage, c'est par une stratégie de sécurité qui va vérifier, par exemple, les mots de passe qui sont tapés, est-ce qu'ils sont erronés ou non. Donc, en fonction, bien sûr, c'est paramétrable. On va aller voir par la suite, c'est paramétrable. En fonction, est-ce que l'entreprise, vous envisagez, c'est-à-dire vous préférez plus de sécurité que. Donc, ça peut varier entre 3 tentatives, 4, 5 tentatives, c'est-à-dire en fonction du niveau de sécurité que vous voulez donner au mot de passe. Donc l'administrateur, il paramètre la stratégie, mais une fois il y a une violation de cette stratégie, automatiquement le compte il sera verrouillé. Et bien sûr, si le compte est verrouillé, l'administrateur il peut le déverrouiller. Et il ne peut pas le verrouiller, c'est-à-dire l'administrateur il a la main sur la stratégie de verrouillage. Expirer, c'est par l'administrateur. L'administrateur, il peut configurer la date fin d'activation d'un compte. Le compte, il est toujours présent, il est toujours un objet de l'Active Directory, mais il ne peut pas servir ouverture de session. L'administrateur, il doit enlever l'expiration ou bien l'étendre. C'est-à-dire, si j'ai dit ce compte, il est expiré le 20 juin. Une fois, par exemple, le 20 juin, il est là, ou bien par la suite, juillet, il y a un autre stagiaire qui vient, il peut renommer le compte et, c'est-à-dire, ajouter une autre date, ou bien même annuler l'expiration. Donc, c'est l'administrateur qui peut faire tout ça. En quelque sorte, c'est ce qu'on voit ici. Donc,
Donc si je entre dans la console utilisateur ordinateur actif directory, donc je choisis un compte utilisateur quelconque, celui-là. Voilà, vous avez ici désactivé le compte. Donc désactiver, c'est une tâche administrative. L'administrateur, il peut désactiver. Donc l'objet a été désactivé. Donc, remarquez, il y a dans l'icône ici, il y a une petite flèche en noir, c'est-à-dire que ça montre que le compte il est désactivé. Je peux toutefois l'activer. La même chose, si il est désactivé, je double clique ici, dans compte, voilà. Je vais trouver ici dans la liste, le compte est désactivé. Je peux aussi le désactiver le réactiver de là. Je ne peux pas verrouiller, il y a ici seulement déverrouiller. J'ai seulement la main pour déverrouiller. Et aussi ici, j'ai la date d'expiration du compte. Donc ce compte que j'ai sélectionné, donc je vais verrouiller, je peux mettre, par défaut c'est jamais, c'est-à-dire il n'expire jamais, mais je peux choisir une date pour l'expiration. Par exemple, si je mets il va expirer dimanche 9 mai 2021, c'est-à-dire 9 mai il sera. C'est-à-dire par défaut, c'est un mois, mais vous pouvez paramétrer ce que vous voulez. Comme j'ai dit le cas des stagiaires, on n'allait pas, vous voulez une fois créer un compte, décider, hein, peut-être vous allez oublier, ou bien vous allez paramétrer l'expiration dès le début. Une fois que vous créez le compte, vous pouvez le paramétrer. D'ailleurs, ces actions, on peut les faire pour plusieurs personnes, ou là, plusieurs comptes. Pas forcément un à un. Je peux sélectionner plusieurs comptes et appliquer le même paramétrage. D'accord. Donc, comme j'ai dit, ça c'est pas une partie pratique pour la gestion des comptes. Mais puisqu'on a créé le premier compte utilisateur et on a vu des actions, je voulais bien faire de l'explication pour qu'il n'y aura plus de confusion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des confusions entre c'est quoi verrouiller, c'est quoi désactiver, c'est quoi expirer. Donc ce sont des tâches administratives différentes, mais normalement l'objectif c'est de ne pas ouvrir la session avec si le compte il est ou bien verrouillé, ou bien expiré, ou bien désactivé. Mais bien sûr, ce sont des actions administratives, des tâches administratives différentes. D'accord? Jusqu'ici, c'est bon? Très bien.